Patrick Mbeko est géopolitologue et auteur de plusieurs livres sur les conflits armés en Afrique. C'était un défi et en même temps, au regard des enjeux, parce que pour moi, Kadhafi est un personnage important. Donc travailler sur le colonel Kadhafi sur la Libye, c'est une manière aussi de travailler sur l'Afrique. Parce que la problématique libyenne, et comme je le montre d'ailleurs dans mon livre, n'est pas très différente de ceux que nous connaissons un peu en Afrique, mais elle permet surtout la Libye de comprendre en fait le grand jeu des grandes puissances en Afrique. Mais en fait, d'abord il faut comprendre, c'est sans aucune prétention. Je pense qu'avant ce travail-là, il n'y avait pas un travail aussi fourni au niveau des penseurs, des intellectuels, ou je ne sais pas, des universitaires africains, si on veut, ou même des journalistes africains. Donc pour moi, c'était un défi dans la mesure où je voulais d'abord que cette histoire de la Libye soit racontée par un Africain de manière très objective, premièrement, et deuxièmement, je voulais aussi apporter une nouvelle manière de faire les choses dans les enquêtes que nous produisons sur des sujets. J'avais déjà travaillé sur la région des Grands Lacs. La Libye m'était complètement étrangère. Alors, en abordant le sujet, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un travail de pédagogie, de journalisme, d'investigation, mais un travail au fond qui est très sérieux pour faire comprendre aux Africains qu'il y a une manière de travailler qu'il faut adopter pour comprendre certains enjeux. Vous savez d'ailleurs très bien que dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui sont intéressés vraiment à de l'investigation comme telle ou à la géopolitique profonde comme il se doit. Donc pour moi, c'était un défi de faire ce travail et surtout de montrer aux Africains qu'on peut le faire quand même, ce travail-là, qu'il n'est pas réservé seulement à des auteurs occidentaux, parce que la plupart des livres sur la Libye de Kadhafi, en tout cas la majorité des livres d'enquête ont été écrits par des auteurs non africains. Voilà. Et d'abord, on sait très bien que Kadhafi était considéré un peu comme entre guillemets, le père de l'Union africaine. Donc c'est Kadhafi qui a poussé d'ailleurs à la mise en place de l'Union africaine, mais aussi il militait beaucoup pour les États-Unis d'Afrique. Donc pour Kadhafi avait très vite compris que les pays africains, pour peser sur l'échiquier international, devraient se mettre ensemble. Et Kadhafi va beaucoup investir d'ailleurs dans le développement économique de plusieurs États africains, premièrement. Et deuxièmement, Kadhafi est celui qui va dire non à l'implantation en Afrique de l'African Commandment, donc le commandement militaire américain. Kadhafi est le chef d'État qui va s'opposer de toutes ses forces à l'installation de cette base en Afrique. Quand les dirigeants occidentaux, les États-Unis principalement, ont proposé une somme aux États africains pour accepter cette base en Afrique, Kadhafi leur proposait le double. Et pour les Occidentaux, notamment les Américains, c'était un problème. Autre chose, c'est que Kadhafi va beaucoup militer contre l'américanisation de l'économie libyenne par extension des économies africaines. C'est-à-dire que Kadhafi ne s'oppose pas aux Occidentaux seulement chez lui en Libye, il s'oppose aux Occidentaux aussi dans plusieurs pays africains. C'est-à-dire qu'il investit dans plusieurs domaines des économies africaines, de telle sorte que la mainmise occidentale est de plus en plus marginalisée. Et donc pour les Occidentaux, pour mieux dominer l'Afrique, pour mieux soumettre l'Afrique, il faut faire sauter celui qui devient en fait, qui est à la tête du front de refus du modèle occidental en Afrique. Et ce monsieur, c'était le colonel Kadhafi. Et je donne encore plusieurs autres exemples d'ailleurs. Quand vous prenez le cas des pays d'Afrique de l'Ouest, vous vous rendez compte que dans ces pays-là, c'était des pays qui étaient beaucoup dominés par la France économiquement. Et depuis quelques années, on a vu la Libye s'y investir. Kadhafi a investi, en tout cas économiquement parlant, Kadhafi a plus investi en Afrique que toutes les institutions occidentales réunies. Alors, on sait très bien que les institutions occidentales, le FMI et la Banque mondiale, sont des instruments de pression économique, de soumission des économies, de mise sous tutelle des économies africaines. Et donc, quand Kadhafi s'interpose et joue le rôle de leader pour court-circuiter le système occidental, il devient, pour les tenants de ce modèle capitaliste, un ennemi à abattre. Raison pour laquelle je dis que la guerre contre la Libye était aussi une guerre contre le développement de l'Afrique. Il y a d'autres raisons. Vous savez, la Banque africaine qui devrait voir les trois banques africaines, les trois institutions africaines qui devraient voir le jour, la banque, le FMI africain que Kadhafi allait mettre en place. On le sait, il y avait aussi une sorte de banque de développement que Kadhafi voulait mettre en place pour concurrencer la Banque mondiale et le FMI. Donc tout cela ne lui a pas été pardonné par les puissances occidentales.
sur le continent africain? L'externalisation de la violence n'a pas débuté il y a 40 ans, elle a commencé beaucoup plus avant. Si vous prenez l'exemple du Congo-Kinshasa, pour exploiter le caoutchouc, hein, on a massacré des millions, des dizaines de millions de Congolais pour extraire le caoutchouc. Donc ça n'a pas commencé il y a 40 ans. La forme a peut-être changé, mais le modèle, la politique, la stratégie a toujours été la même. C'est juste le modèle qui a changé. Alors, le droit international est une arnaque, est une escroquerie intellectuelle. C'est-à-dire qu'elle ne repose en réalité sur rien. Bon, il y a des principes de droit et tout ça qu'on a mis en place, mais en réalité, sur l'échiquier international, ce sont les rapports de force qui priment. Donc le droit international s'efface devant des intérêts importants des grandes puissances. Et c'est ce que nous devons nous comprendre. C'est quand on décide d'attaquer la Libye, on viole. D'ailleurs, on décide de violer le droit international, on le voit, puisque la résolution, par exemple, des Nations Unies, la résolution 1973, autorisait une mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, pas le bombardement de la Libye. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? On a bombardé la Libye, on a tiré même sur la population civile pour pousser Kadhafi à quitter le pouvoir. Donc ce que nous devons comprendre, nous, Africains, c'est que sur le plan international, le droit n'existe pas. C'est le droit le plus fort. Ce n'est pas le droit qu'on nous enseigne à l'école. C'est très bien tout ça qu'on nous enseigne à l'université. C'est bien, mais la réalité nous montre autre chose. La réalité nous montre que quand les États-Unis décident d'attaquer l'ex-Yougoslavie, c'est au mépris du droit international. Quand ils décident de déstabiliser la Syrie, c'est au mépris du droit international. Et donc on va utiliser le droit international pour des discours, parce que ça... Il ne faut pas quand même passer pour des voyous. Alors on dit que le droit international dit ceci, dit cela, mais quand il y a des intérêts en jeu, des intérêts importants en jeu, et des intérêts surtout des grandes puissances, le droit international cède de pas à la force, à cette logique qui veut que c'est le plus fort qui décide et qui impose sa loi. Donc c'est la loi du plus fort qui prime. Décennie après décennie. Oui, on utilise des médias. Dans Stratégie du chaos, on explique très bien le rôle des médias. Et alors, j'explique aussi dans l'objectif Kadhafi que quand ce que j'appelle les adeptes de Goebbels, le ministre de la propagande sur le Troisième Reich, c'était la même chose. C'est-à-dire, plus un mensonge est gros, plus il passe. Et dans le cas des Occidentaux, souvent, c'est que les médias sont là, mais aussi, attention, il y a un conditionnement à travers l'école, à travers l'université, qui fait qu'aujourd'hui, l'école et les médias marchent main dans la main. C'est-à-dire que quand les médias endoctrinent, l'école reprend ce discours-là et on nous enseigne on enseigne ça à des étudiants. Donc de telle sorte qu'on peut vous vendre une guerre meurtrière et la faire passer pour une guerre juste. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de guerre juste, de guerre propre, alors qu'on tue des gens, on tue des innocentes personnes. Donc c'est cette logique-là qui prévaut. C'est toujours les médias qu'on met de l'avant parce que l'endoctrinement par les médias marche très bien. Et cet endoctrinement est soutenu aujourd'hui, malheureusement, par ce que moi j'appelle l'école coloniale ou le système, en tout cas l'université dans le système capitaliste. Exactement. Parce que il faut dire que Kadhafi, c'est un peu comme Lumumba, Sankara. C'était des gens qui étaient trop en avance de leur temps. Quand Kadhafi expliquait aux États arabes qu'il faut qu'ils se mettent ensemble, s'ils veulent résister au sionisme, les dirigeants arabes ne le comprenaient pas parce qu'ils étaient aliénés. Beaucoup de ces dirigeants étaient pro-occidentaux. Quand Kadhafi dit aux Africains que nous devons nous mettre ensemble pour peser sur l'échiquier international, ces dirigeants ne comprennent pas. Et non seulement, ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que certains d'entre eux sont conditionnés, ce sont les laquais du système occidental. Et donc c'est difficile de dealer avec des gens comme ça. Et c'était le grand problème de Kadhafi. Et d'ailleurs, dans les années 2000, en 2007, lors de l'anniversaire, du 38e anniversaire, je crois, de la Révolution, il dira d'ailleurs que si nous sommes dans cette situation, ce n'est pas à cause de nous. C'est parce que nous avons voulu défendre les autres que nous nous retrouvions aujourd'hui à être marginalisés par les puissances occidentales. Et c'était très vrai, en fait. Le problème de Kadhafi, c'est qu'il était en avance de son temps. Il avait compris très tôt ce que les autres dirigeants n'ont pas compris. C'est un peu comme dans le cas du Congo. J'ai l'habitude de dire que Lumumba a compris à 50 ans, c'est que la majorité des politiciens congolais aujourd'hui, diplômés, bardés de diplômes, n'arrivent toujours pas à comprendre. C'était juste ça, et c'était le grand problème de Kadhafi.
L'État profond, pour faire simple, l'État profond, c'est cet État qui est parallèle à l'État officiel. C'est une composante importante de l'oligarchie qui fonctionne, je dirais, secrètement. C'est la composante qu'on ne voit pas de l'État. C'est cette composante de l'État officiel qu'on ne voit pas. Pourquoi je le dis? Parce que au niveau de l'État officiel, en fait, vous avez des gens qui sont au service de l'État profond. Donc, l'État profond, c'est un peu ce que les gens appellent, entre guillemets, le gouvernement secret, si on veut. Donc, vous avez au sein de l'État profond les gens issus du monde de renseignement. C'est l'oligarchie, l'État profond. Maintenant, pourquoi c'est important de comprendre ce concept? Parce que nous avons une perception biaisée de ce qu'on appelle la démocratie en Occident. Nous pensons que c'est le président américain qui décide que les États-Unis vont aller en guerre ou pas. C'est lui qui décide, qui va prendre des décisions sur les grandes politiques que le pays doit conduire. Le problème, c'est que, au final, on se dit, mais pourquoi est-ce que tous les présidents font la même chose? Ils sont différents, mais ils font la même chose. Simplement parce que les grandes décisions ne proviennent pas d'eux. Eux ne font qu'exécuter un agenda qui a été tracé. Et c'est important de comprendre ce concept-là. Pourquoi? Parce que pour nous, Africains, qui pensons, qui copions tout n'importe comment, notamment le modèle démocratique en nous disant que oui, bon, si on fait des élections, on va changer de candidat et tout ce qu'on veut, on change de candidat, mais on ne change pas de système au niveau de l'État profond. Donc l'État profond ne bouge pas. Ce qui change, ce sont les acteurs de l'État officiel. Or, c'est l'influence de l'État profond sur l'État officiel que nous observons souvent. C'est-à-dire que quand vous voyez des guerres, vous voyez des politiques qu'on n'arrive pas à bien comprendre, c'est parce qu'il y a une influence directe et totale de l'État profond sur l'État officiel qui n'est qu'un paravent de quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus gros qu'on ne voit pas. Voilà en gros. Il y a deux mots. Non, pas des mots. Il y a deux phrases. Savoir s'organiser et apprendre à travailler sur le long terme. Ça, c'est ce qui fait défaut en Afrique. Parfois, on va s'organiser, mais nous ne sommes pas capables de travailler sur le long terme. Or, si vous regardez même, d'ailleurs, pour revenir à la question précédente, quand vous dites les États-Unis travaillent toujours sur le long terme. L'État profond travaille sur le long terme. C'est-à-dire quand on décide de renverser un dirigeant, par exemple, on prend le temps qu'il faut pour arriver à ses fins. Le problème en Afrique, c'est que dès qu'on met en place un projet ou une organisation, on veut avoir des résultats très vite. Or, quand vous regardez l'histoire de Kadhafi, quand il décide de faire la révolution, il a 17 ans. Donc, il est très jeune. Il est très, très jeune. Et essayez de vous mettre un peu à cette époque-là dans sa tête. Vous avez un jeune de 17 ans. Vous êtes dans les années 50. Et il dit, on va prendre le pouvoir. Et ils s'organisent, mais ils prennent le temps qu'il faut, parce que dans le livre, j'explique qu'il y a eu 4 tentatives de renversement de la monarchie, 4 fois. Et ils ont pris le temps qu'il fallait, et le 1er septembre 69, ils ont réussi leur coup. Donc cela nous interpelle, nous, qui voulons nous mettons en place des organisations, nous voulons atteindre des objectifs très rapidement, sans prendre le temps qu'il faut, sans prendre conscience de l'environnement. C'est à ce niveau que le coup d'État de Kadhafi nous enseigne. C'est-à-dire, c'est sûr, au niveau de l'organisation, être très bien s'organiser, ça c'est très important. Et deuxièmement, prendre le temps qu'il faut. Et intérioriser le fait que je peux commencer un projet et m'arrêter en chemin, et un autre continuer ce projet. Et si l'autre ne réussit pas, un autre peut encore continuer le projet jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Or, nous, quand nous nous lançons dans une organisation pour atteindre des objectifs, on veut être les acteurs du changement que nous avons lancé, que nous avons du processus que nous avons lancé. Mais nous devons accepter que nous sommes capables aussi de nous arrêter en chemin et que d'autres peuvent continuer. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de l'Occident à plusieurs niveaux, même au niveau de la technologie, même au niveau de la science. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé et qui se sont arrêtés en chemin, et d'autres ont continué. Alors qu'en Afrique, on commence, on veut voir le fruit de notre entreprise le lendemain, et on échoue. Parce que quand vous êtes pressé, vous allez échouer. Mais si vous prenez le temps qu'il faut, surtout quand vous êtes en face d'un adversaire qui n'est pas statique, qui change de stratégie, voyez-vous, vous devez vous aussi parfois vous adapter et modifier votre stratégie, mais avec un objectif. Avec un objectif en tête. Se dire que
tôt ou tard, nous allons atteindre notre objectif. Nous allons faire ce que nous avons prévu de faire. Et non se dire, ben, nous avons commencé, nous devons l'atteindre demain. Non, c'est de dire que si demain nous ne sommes pas capables de l'atteindre, on peut l'atteindre après-demain ou dans un mois ou dans une année. C'est à ce niveau que Kadhafi, la révolution libyenne nous apporte une certaine lumière dans l'organisation et dans l'atteinte de nos objectifs. Parce que Kadhafi, il y a une chose chez Kadhafi, c'est que Kadhafi avait une perception des choses qui était très différente de ce qu'avait la monarchie et même les autres leaders africains. Et il est parti d'un paradigme libyen pour atteindre des objectifs rencontrant les besoins des Libyens. C'est ce que Kadhafi a fait. Et vous savez qu'en Libye, il y a une révolution culturelle et un livre vert. Le livre vert de Kadhafi, c'est son projet politique et économique. Et quand vous lisez le livre vert, vous comprenez que Kadhafi avait une perception de l'économie, de la politique, même du social, qui ne cadre pas avec ce qui se faisait déjà avant. Et c'est à ce niveau qu'il s'est démarqué. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une perception du monde qui était calquée sur le modèle occidental. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est devenu rapidement l'ennemi, l'homme à abattre, parce que même dans les années 2000, quand il s'est réconcilié avec l'Occident, notamment les États-Unis, il a refusé que l'économie libyenne soit américanisée. Et ça, les Américains ne lui ont pas pardonné. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Les Américains, très souvent, ne font pas des guerres seulement pour exploiter les richesses d'un pays. Ils font des guerres pour américaniser les économies des pays. Parce qu'une fois une économie américanisée, elle est directement greffée au modèle capitaliste américain et devient dépendante de ce modèle-là. Donc c'est un système de prédation sophistiqué que Kadhafi avait compris et il a préféré mettre en place un système qui était propre aux Libyens. Et c'est ce qui a d'ailleurs engendré la prospérité en Libye où les gens ne travaillaient pas beaucoup mais gagnaient bien. Et pour Kadhafi, ce n'était pas l'accumulation des biens, des richesses qui était importante, c'était le bien-être de l'homme libyen. Et c'est à ce stade qu'il s'est démarqué des autres. Je crois que ça peut nous interpeller, nous, qui voulons faire avancer nos pays en pensant que développer un pays, c'est copier le modèle occidental qui a échoué. Parce que le problème en Afrique, c'est que nous avons tendance à croire qu'on est amis à l'Occident. Oh, nous ne sommes pas amis. Parce qu'ils ne nous considèrent pas comme des amis, même pas comme des alliés. Les gens entre eux, ils ne se considèrent même pas comme des alliés. C'est très hypocrite le discours sur tel est mon allié ou pas. C'est comme les États-Unis, puisque dans mon livre, je me suis beaucoup attelé sur le rôle des États-Unis. Les Américains ne considèrent personne comme... Ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont pas d'amis. Ils ont seulement des vassaux. Et les autres, les Européens, par rapport aux Africains, ils ne nous considèrent pas comme leurs alliés. Ils nous considèrent comme leurs vassaux. Et ça, il faut que les dirigeants africains et les Africains le comprennent une fois pour toutes. La preuve en est que Mobutu, qui avait été placé par les Occidentaux, était renversé par qui? Par les Occidentaux, parce que sa valeur utilitaire avait pris fin. Vous allez voir dans l'histoire du continent africain, beaucoup de dirigeants ont été assassinés par ceux qui l'avaient placé au pouvoir. Parce que quand ils ont été placés au pouvoir, ils ont pensé qu'ils étaient l'ami de ceux qui l'avaient placé au pouvoir, alors que ceux-ci se servaient d'eux et ne les considéraient que comme leurs vassaux. Dès lors que ton travail est fini ou que tu essayes de te soustraire de l'étouffante tutelle de tes maîtres occidentaux, ils te renversent. Parce qu'au fond, ils ne te considèrent pas. Et c'est ce que les Africains doivent retenir de tout ça. Parce que Kadhafi, et je le dis dans le livre, a tout fait pour se réconcilier avec les Occidentaux. Il a tout fait. Il a payé 4 milliards de dollars pour des attentats qu'il n'avait pas commis. Tout ça parce qu'il voulait acheter la paix. Ils le disent. Nous voulons acheter la paix avec les Occidentaux. Mais à la fin, les Occidentaux l'ont renversé. Ils l'ont tué dans les conditions que nous savons tous. Donc c'est une leçon pour les Africains. C'est-à-dire que nous devons retenir une fois pour toutes qu'il s'agit d'intérêt. Qu'il s'agit d'intérêt et rien d'autre. On peut tisser des alliances avec n'importe qui, mais cela doit se faire en fonction de nos intérêts. Et nous devons intérioriser le fait que nos seuls alliés, c'est nous-mêmes. Et pas ceux qui sont en face de nous, qui tissent, avec lesquels nous tissons des alliances stratégiques ou autres. Parce qu'au final, devant leurs intérêts, ils n'hésiteront pas à nous balayer. Et c'est ce qui s'est passé avec la Libye.
et aussi avec plusieurs autres chefs d'État africains, parce que j'explique qu'il y en a beaucoup qui ont été assassinés par l'Occident. Donc c'est une leçon pour nous. Et j'espère que nous allons le comprendre, parce que l'assassinat de Kadhafi est un message aussi. La manière dont on l'a tué, son corps présenté dans les médias, c'était aussi une manière de dire que voilà ce qui va vous arriver si vous essayez de vous respecter. Parce que quand vous vous respectez, vous n'acceptez pas qu'une autre personne vienne vous imposer ses desiderata. Et Kadhafi avait choisi de se respecter. Je ne veux pas dire tenir tête, je veux dire se respecter, parce que quand vous vous respectez, automatiquement vous tenez tête à ceux qui veulent vous soumettre. Et Kadhafi, en acceptant de se respecter, on lui a dit non, mais tu es un vassal et si tu ne comprends pas, on va en finir avec toi. La Jamaria, parce que Grande est arrivé après la tentative d'assassinat de 86. La Jamaria arabe libyenne, c'était l'état des masses. C'est ça. Jamaria, c'était l'état des masses. C'est-à-dire le pouvoir au peuple. Donc Kadhafi avait dissous le Parlement et le gouvernement pour mettre en place en fait, des comités populaires qui décidaient un peu de l'avenir du pays. Et au-dessus, il y avait les comités révolutionnaires qui dépendaient directement du guide. C'est une très bonne idée dans la mesure où les grandes décisions sur l'avenir du pays étaient prises après des délibérations au niveau des comités populaires. Mais la limite de ce système, c'est qu'il y avait quand même une sorte de pyramide, c'est que tout devait remonter à Kadhafi qui devait prendre des décisions. Mais ce qui était quand même particulier, c'est qu'il y avait des décisions prises par Kadhafi qui étaient rejetées par les comités populaires. Donc ce qui donne, c'est une véritable démocratie des masses. Maintenant, comme toute œuvre humaine, il y avait une certaine limite. C'est-à-dire que les comités populaires, leur pouvoir était limité par rapport aux comités révolutionnaires qui, eux, dépendaient directement du pouvoir du sommet, en fait, du guide. Parce que Kadhafi, les gens semblent l'oublier, Kadhafi n'était pas président de la Libye. C'était un guide, c'était un titre honorifique, un peu comme le guide iranien. C'était la même chose, sauf qu'en Libye, il avait quand même un certain pouvoir, même si on nous disait que c'était symbolique, il y avait un certain pouvoir qui était lié aux comités révolutionnaires qui, eux, avaient une certaine influence sur les comités populaires. Je pense que du point de vue d'organisation politique, c'est une très bonne idée qu'il faut ajuster en fonction des réalités de chaque pays, je pense, parce qu'on ne peut pas faire de copier-coller d'un modèle qu'on ne comprend pas, d'autant plus qu'en Libye, c'est un système qui était tribal. C'est un système tribal avec des marchandages à ne point finir, entre tribus, et c'est comme ça que Kadhafi a réussi aussi à asseoir son... Mais moi je pense que je pourrais subdiviser ça en 3 parties. La première partie, c'est la période des indépendances jusqu'à la fin de la guerre froide, où l'Afrique, de manière générale, était un peu la chasse gardée des puissances colonisatrices, des anciens colons européens. Donc chacun avait sa zone d'influence. Et puis vous avez, à partir des années 90, donc la fin de la guerre froide, jusqu'à la fin des années 90, au début des années 2000, où l'Afrique était un peu perdue, se cherchait une puissance, comment dirais-je, les années 90, au début des années 2000, c'était une Afrique qui était tiraillée entre les États-Unis et les anciennes puissances colonisatrices, notamment françaises, surtout en ce qui concerne l'Afrique. L'Afrique était encore sous le joug des puissances occidentales. Et vous avez les années 2000 jusqu'à présent où l'Afrique maintenant n'est plus vraiment sous le joug des puissances d'antan, mais essaye de se soustraire de l'étouffante tutelle occidentale, essaie du mieux qu'elle peut, les pays africains en tout cas essaient du mieux qu'ils peuvent de se soustraire de l'étouffante tutelle occidentale pour s'insérer, et ça c'est malheureusement, sous la tutelle des pays comme la Chine ou la Russie. C'est-à-dire que l'un des problèmes, la constance que j'observe actuellement, c'est que l'Afrique ne cherche pas sa propre voie. C'est ce que j'observe aujourd'hui. C'est qu'elle se cherche toujours, elle veut toujours être sous tutelle d'une puissance pour se protéger des autres puissances. Aujourd'hui, on va être sous tutelle de la Chine parce que la Chine est meilleure que les Occidentaux, par exemple.
Mais la Chine, les Occidentaux ont fait la même chose à un moment donné de l'histoire, notamment les Américains, au moment des indépendances, quand ils poussaient l'Europe, les puissances européennes à laisser l'Afrique pour que eux, les États-Unis, puissent les inclure dans les insérer dans le modèle, dans le système capitaliste américain. Et donc le problème de l'Afrique aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que l'Afrique ne se cherche pas sa voie. Or aujourd'hui, nous devons, les meilleures alliances stratégiques, nous devons les tisser en Afrique entre États africains. C'est seulement quand l'Afrique sera forte qu'elle pourra se tourner vers des acteurs extérieurs et tisser des alliances stratégiques avec ces acteurs-là. Or, actuellement, l'Afrique veut toujours être sous tutelle des puissances étrangères et cela n'arrangera pas notre situation parce que même un pays comme la Chine vient d'installer une base militaire en Afrique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Chine va utiliser les mêmes moyens que les Occidentaux demain. Quand ses intérêts seront en mauvaise posture, la Chine va instrumentaliser des conflits en Afrique. Et on le voit d'ailleurs dans le cas de la région des Grands Lacs parce que les Chinois instrumentalisent parfois certains groupes, groupes armés dans ce coin-là. Donc, il est temps pour l'Afrique, pour finir, je dirais qu'il est temps pour l'Afrique de trouver sa propre voie. Et une fois indépendante sur le plan interne, une fois solide sur le plan interne, elle pourra maintenant se tourner vers l'étranger et tisser des alliances stratégiques, comme l'a fait la Chine d'ailleurs. Pendant longtemps, la Chine s'est refermée sur elle-même. Elle s'est refermée sur elle-même. Quand elle a senti qu'elle était assez forte pour se tourner vers l'étranger, elle l'a fait. Et je pense que l'Afrique peut le faire aussi, au lieu de chercher à se mettre sous la tutelle des autres États. Je parle de l'Afrique de manière globale, c'est un peu caricatural, mais bon, la plupart des pays africains agissent de cette manière-là. Il y a la question là qui vient. C'est ceux qui ont compris. Et là, ça nous ramène un peu à une question que vous m'avez posée sur le travail à long terme. Quand je vous disais qu'il faut travailler à long terme, vous avez là un exemple d'un impérialisme occidental qui travaille sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils ont compris que l'Afrique, les Africains, comme on dit chez nous, on ouvre un peu les yeux, les Africains commencent à comprendre le fonctionnement de l'impérialisme du système occidental. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent compte qu'ils ne pourront plus faire des guerres, ils ne pourront plus nous imposer des guerres inutilement. Ils préparent les esprits africains à faire ce travail-là à leur place. C'est ça le programme de Young Leader ou de Yali. Et même les Français s'inspirent des Américains en fait. Young Leader africain, mais Young Leader c'est pas en français, Young Leader c'est en anglais. Donc, ils s'inspirent des Américains. Et ça nous montre à quel point nos adversaires travaillent sur le long terme. Alors, les Africains aussi, maintenant, doivent travailler sur le long terme. Et cela va commencer dans le système éducatif. Il ne faut plus être complexé devant des gens qui viennent d'Occident avec des grands diplômes. Au contraire, je ne dis pas qu'il faut s'en méfier, mais il faut mettre en place des structures qui vont faire que, quand quelqu'un vient d'Occident avec ses diplômes, vous le soumettez à une série de tests pour tester son patriotisme, son nationalisme, tout ce que vous voulez, et pour voir quelle est sa vision, en fait, quelle vision cette personne a du développement ou du progrès du continent africain. Dans quel paradigme il s'inscrit? Parce que c'est une question de paradigme. Tous ces gens sont conditionnés pour répercuter en Afrique le paradigme qu'ils ont intériorisé, le paradigme occidental qu'ils ont intériorisé, qu'ils vont mettre en application une fois en Afrique. C'est comme un virus, en fait. On vous injecte un virus, et une fois en Afrique, vous allez vous libérer ce virus-là dans le système africain. Et ce virus-là va infecter le système africain et va se métastaser. Alors, il faut que maintenant les Africains comprennent ce système-là. Et pour résister à ce système, ils doivent d'abord mettre en place toute une série de pensées, tant sur le plan politique et économique, qui reposent sur des paradigmes strictement africains. Et une fois cela fait, c'est là que vous allez commencer à enseigner à vos enfants. Parce que si tous ces jeunes-là, les Young Leaders, c'est qui? Ce sont des jeunes étudiants. Ce sont des gens qu'on conditionne. Alors, pour contrecarrer ce système, vous devez conditionner aussi les vôtres. Mais vous conditionnez les vôtres en partant d'un paradigme strictement africain, qui rencontre les intérêts africains, pour trouver des solutions aux problèmes africains. Et c'est seulement comme ça. Parce que tout se passe au niveau de la tête. Les Américains n'ont pas commencé ça aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens s'en rendent compte parce que c'est très visible. Mais dans les années 70, qu'est-ce qu'ils ont fait en Amérique latine? Ils ont formé des jeunes gens à l'école de Chicago, à l'idéologie de Milton Friedman, ce qu'on appelait les Chicago Boys, qu'on a réinjecté dans leur pays d'origine. Ils ont servi le système américain de l'intérieur dans leur pays.
Mais aujourd'hui, ils font la même chose. Vous avez des mouvements qui naissent ici et là, des mouvements africains qu'on appelle pro-démocratie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que les Africains ont besoin de la démocratie. Ils exigent la démocratie, les droits de l'homme. Alors, ils ont mis en place des mouvements qu'on appelle des mouvements pro-démocratie. Des mouvements africains qui vont faire le travail, qui vont parler de la démocratie, mais en servant en fait l'empire, entre guillemets, du bien au cœur du système africain. C'est-à-dire qu'on va américaniser l'Afrique de l'intérieur. C'est à ça que ça sert tous ces programmes-là. Et pour le contrer, c'est idéologiquement qu'on va le contrer. Pas avec des armes parce que ça ne marchera pas, c'est une guerre des esprits. Simanale oya